Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui c'est un très beau jour pour les Trois Nornes, c'est la sortie de Nous regrettons la mort, donc le nouveau titre des Trois Nornes, qui a été écrit par Arnaud Cazelle. Je sortirai dans quelques temps une vidéo complète sur le sujet, mais je suis hyper contente, voilà, bon, la couverture est ici, je ne l'ai pas encore dans mes mains à l'heure où je vous filme, mais il sort aujourd'hui, donc il sera commandable sur le site en papier et en numérique, et disponible sur tous les salons à partir de la semaine du 9 mai, donc à partir de Imaginaire, et c'est super. Nous regrettons la mort, de quoi ça passe? C'est un récit assez court de chasse aux sorcières, donc on suit Feinella. Feinella c'est une jeune fille qui a étudié sur le continent et qui revient sur la terre de ses ancêtres, donc l'île de Twelik, pour procéder à la noyade de sa mère, parce qu'en effet, dans ce monde, la mort a disparu depuis quelques années, et les gens donc ne décèdent plus et se transforment en spectres, et pour se débarrasser de ces spectres tueurs, l'eau salée est le seul moyen de s'en débarrasser, donc les noyades procèdent en fait au fait de se débarrasser de ces spectres-là. Et Feinella n'est pas de retour dans le Nord pour rien. Elle est là pour accomplir une mission, c'est-à-dire celle d'assassiner la Corneille Blanche, qui est une sorcière très puissante de son île, et pour ce faire, elle va être accompagnée de Caléane, qui est un vieil homme et un ancien marin, et tous les deux vont partir dans un espèce de road trip fantasy pour chasser cette sorcière. C'est un récit qui m'avait vraiment conquise par le fait qu'elle touche des thèmes qui sont assez inédits en fantasy, notamment parce qu'on a deux personnages principaux avec vraiment des grandes différences d'âge, Caléane à la soixantaine, Feinella à la vingtaine, et ils doivent donc accomplir un objectif sur lequel ils ne sont pas d'accord de base, de la religion, de la différence d'âge, plein de questions, que la question du vieillissement de nos parents et comment on gère cela au quotidien, et j'ai trouvé ça hyper touchant. En fait, c'est un texte qui est énormément dans l'action. Pour ceux qui ont lu Une couronne d'os et d'épines, on était beaucoup plus dans quelque chose où ça prenait son temps. Là, c'est vraiment une espèce de road trip. Donc on est dans l'action très très vite et dans le sentiment. En fait, Arnaud Cazelle a vraiment réussi tout ce qui est touchant, en fait, ce qui fait qu'il a créé des personnages qui sont émouvants et agréables à suivre et en même temps assez drôles à suivre, et un univers qui est complet, qui va quand même assez vite dans l'action et qui va nous transporter sur des choses plus ou moins originales. Dans le texte, il y a des choses originales. C'est porté par un style qui est fluide et agréable à lire. C'est un livre qui inspire un peu de la mythologie nordique et celtique, donc on va vraiment avoir cet univers d'îles, de voyages, plein d'aventures qui vont se passer, et je vais pas vous en dire plus pour vous laisser découvrir, mais il sera disponible donc à partir d'aujourd'hui, et ça c'est hyper chouette. Je suis ravie de pouvoir vous le présenter, et on se retrouve très rapidement pour en parler un peu plus, et pour qu'Arnaud vous en parle aussi. Pour un nouvel update lecture avec de la young adulte, c'est très rare sur la chaîne, le Jaja qui est de retour, et de la fantaisie un petit peu française. Ce week-end, je serai donc à Imaginaire avec Émilie pour les dédicaces à Angers, si vous souhaitez passer, et on sera aux Imaginales avec Arnaud et Émilie, voilà, Épinal, j'ai trop hâte. Je vous propose de commencer par la young adulte qui m'a été envoyée, donc je vous présente One Dark Throne, donc la suite de Three Dark Crowns de Kendra Blake. On adore cet English accent, comme on peut dire. Donc on est sur un pitch qui était très adulte à la base, où trois jeunes filles, trois jumelles vont devoir se battre pour récupérer leur couronne. Voilà, à chaque fois la reine accouche de triplés, et dans ces triplés il y en a toujours une qui survit. Voilà, à l'âge de leurs 16 ans c'est la bastonnade, et qui va avoir la couronne, et voilà, elles sont élevées séparément avec trois familles différentes, les empoisonneurs, ceux qui contrôlent les animaux et ceux qui contrôlent la nature. Sauf que là il y a un petit blème, c'est que au fil des années c'est vrai que les reines sont beaucoup moins puissantes. Voilà, on a trois personnages différents. On a une jeune fille empoisonneuse au début du texte qui subit mal le poison et qui est assez faible d'esprit. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse assez marcher dessus, assez manipulé. On a une jeune fille qui travaille avec les animaux, sauf qu'en fait tout le monde est lié avec les animaux, sauf que elle n'arrive pas à trouver son compagnon. Surtout qu'elle a pas l'air d'être très douée là-dedans, et elle va être aidée par Jules, je pense que c'est Jules en anglais, qui est une jeune fille qui, elle, est douée de ouf, et qui a une relation avec un jeune homme. Voilà, il y a toute une histoire, je suis obligée de vous le dire parce que ça a une implication dans celui-ci. Et la troisième est une jeune femme qui est vue un peu comme l'élu, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui est, quand elle est née, la reine a dit c'est elle qui gagnerait, c'est une jeune fille qui est assez posée, qui vit un peu dans un contexte religieux. Voilà, c'est dans des temples, hein. Voilà, c'est là où il y a le plus de religion, je trouve, dans le texte. Donc on est sur ces trois filles qui vont devoir s'entre-déchirer, sauf qu'elles n'ont pas forcément envie, et qu'au fur dans le premier tome, qui était vraiment une très grosse introduction, ça s'est pas forcément très bien passé. Et donc là, dans ce deuxième tome, vous saurez qui monte sur le trône. On a eu des gros bouleversements. Alors c'est un tome que j'ai aimé certains points, j'ai moins aimé d'autres. Je pense qu'on va peut-être dire ce que j'ai moins aimé au début, et puis on passera après. Celui-ci, en fait, il était
en fait c'est de la young adulte, donc c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais c'est le but du livre. Donc il y a beaucoup de romance dans celui-ci. Alors certes il y a un point de vue de la romance qui est assez intéressant avec une espèce de triangle amoureux qui est assez original, voilà, ça c'est un des points positifs du texte, mais c'est vrai que les apitoiements des jeunes filles c'est pas trop mon truc, et surtout il y a un côté au-delà de la romance, c'est que j'ai un problème avec ce livre, et c'est horrible de dire ça, j'ai un problème avec certains personnages, mais quand je vous dis que c'est un problème, c'est épidermique. C'est-à-dire que le personnage de Jool et Arsinoé, qui est donc une des prétendantes, c'est que j'ai envie qu'il décède. Mais en fait, c'est les gentils du récit. On l'apprend très vite, hein. Mais Jool est une sorte d'élu, hein, tu le sais dès le début, on n'a pas besoin d'avoir fait Harvard pour le savoir. Et donc, je me dis, merde, j'arrive pas à m'attacher aux personnages principaux et les gentils, que je trouve naïfs, casse-pied, je les trouve insupportables, voilà, les mots sont jetés, mais j'ai du mal surtout avec le personnage de Jool, notamment parce que c'est l'élu, et voilà, je l'appelle l'élu, mais c'est parce qu'elle est construite comme ça dans le récit, et ça va se développer dans ce sens. J'ai vraiment du mal avec ce personnage, et au vu de comment ça se passe vers la fin, là, j'ai un peu peur pour la suite, donc vraiment c'est un peu dommage, parce qu'à chaque fois ça me gâche un peu certains points de vue de lecture, parce que quand c'est eux, ça m'intéresse moins, et que c'est surtout des personnages qui prennent beaucoup d'importance dans le texte. Donc j'ai eu du mal avec ce point de vue là, parce que je trouve ça un peu enfantin et naïf, et surtout je les trouve assez insupportables. Alors je sais pas si je suis la seule, hein, mais c'est peut-être moi qui ai un problème, hein, ça arrive hein, qu'on ait des problèmes avec les personnages, mais je suis hermétique. Voilà, je dirais pas qu'on est sur un Rhysand, mais on est proche quoi. J'ai vraiment du mal avec elle, et je la trouve plaintive, je la trouve insupportable. Malgré le fait que les animaux et tout c'est hyper cool. Par contre, là je pense que c'est les deux points négatifs vraiment, et le fait que ça se passe super vite, mais c'est un world building qui est pas assez travaillé, mais ça c'est de la young adulte, donc c'est pas à prendre en compte dans la chronique. Parce qu'on est sur un truc où il faut que ça aille vite, c'est à l'américaine, c'est de la young adulte, on n'est pas là pour pinailler. On est là pour avoir de l'action, pour que les pages se tournent. Le truc, je l'ai bouffé au sens propre, hein. Je veux dire, tu tournes les pages comme ça, t'as envie de savoir. Outre le fait d'avoir un problème avec certains personnages et de pas avoir forcément apprécié la romance, dans celui-ci, j'ai beaucoup apprécié en fait le fait que les filles décident enfin à se taper un peu dessus, qu'elles sont pas en mode peace and love, voilà, on n'a pas envie de se taper dessus, qu'il y a un côté un peu plus adulte, voilà, un peu plus violent, ça c'était chouette, j'ai bien aimé ça, et surtout il y a un plot twist à la fin du tome 1 qui fait qu'il y a un des personnages qui devient badass bitch, voilà, donc qui devient un peu une sassy bitch dans le texte, et qui est génial. J'aime trop ce personnage, vraiment la Serpentard, et elle est vraiment de plus en plus creusée, bref, mais c'est un peu vu comme la méchante de l'histoire, donc c'est un peu dommage quoi sur le coup. Et en mode bon, c'est pas normal que j'aime le Voldemort de l'histoire, j'ai peut-être un problème, mais je trouve le personnage beaucoup plus intéressant, approfondi, on sait quelques petites choses, sa relation aussi amoureuse, je la trouve beaucoup plus sympa quoi, j'accroche beaucoup plus. Ce qui est très bizarre avec cette série, c'est que le pitch est adulte, il y a des choses qui sont affreuses qui se passent, mais il y a un carcan un peu adolescent, donc je pense que c'est un texte qui est vachement bien pour faire la transition entre les deux, voilà, ou quand t'as un peu marre de lire de la young adulte, voilà, tu lis ça va te sortir un peu de tes sentiers battus, voilà, sur plein de points. Et en tant qu'adulte, je trouve que j'apprécie plus ce genre de texte que je pense un texte de young adulte qui sort actuellement en imaginaire. Ça, j'ai pas de doute, parce qu'il y a un peu de noirceur dans le texte, il y a des plot twists qui se passent, et les personnages sont assez puissants et assez intéressants, et pour le coup, on nous donne ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, il y a un seul trône qui va être dans le texte, donc on sait qui est la reine, c'est une quadrilogie, la dernière fois je vous ai dit que c'était une trilogie, c'est une quadrilogie, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que c'est vrai que la fin laisse un peu songeur sur comment en fait j'ai l'impression qu'on quitte vraiment le truc de les trois sœurs machin, et qu'on va sur quelque chose de totalement différent, donc vraiment. Et puis j'aime beaucoup le travail de Léa sur la couverture, voilà, c'est très joli. C'est simple à lire, c'est pas prise de tête, c'est original sur son concept, et il y a un petit peu de frisson, hein, notamment avec le personnage un peu mauvais. Là c'est vraiment, je trouve, la réussite de ce texte-ci, c'est d'avoir fait un truc qui change un peu de la young adulte, et qui est un peu violent quoi, j'aime beaucoup ce côté-là. Donc voilà, c'est un livre, je l'ai bouffé, quand je dis si j'ai lu le livre en 3 heures, c'est que le livre me plaisait, mais j'ai quand même un problème avec ce point de vue sur les personnages, et j'ai peur parce que je lis beaucoup d'imaginaire, et j'en écrit un peu, donc ce qui fait que sur les trames scénaristiques je suis beaucoup plus, comment dire, je prévois beaucoup plus les choses, hein. Ça a été le cas aussi dans l'Assassin Royal que je vous ai présenté la semaine dernière, je vous l'ai pas dit, mais j'ai quand même lu beaucoup de clés de l'histoire, mais ça je pense que c'est sincèrement parce que mon cerveau est codé comme ça maintenant.
Voilà, il décode, mais voilà, c'est le cas à la télé, c'est le cas partout maintenant. Je peux plus regarder un film sans que j'arrive à décoder des trucs du scénario, ce qui est un peu chiant, mais j'ai l'impression que c'est un peu mon super pouvoir, donc je suis contente, mais qui sert à rien. Voilà, ça ne me sauvera pas la vie, mais c'est super chouette. Et donc pour le coup, voilà, une lecture sympathique. Si vous avez envie de lire un peu de la young adulte, celui-ci peut vraiment vous convenir, donc vraiment chouette, même si personnage et romance prise de tête. Et ça rime en plus, c'est magnifique. Poète de l'an 2000, on dit. Alors ensuite, oulala, on commence par quoi? Allez, on y va. On commence par les choses qui posent problème. Je sais pas quoi penser de ce texte. Et c'est con parce que c'était un peu le texte de réconciliation entre l'auteur et moi. J'avais envie de lire ce texte, sincèrement, parce que vous me l'avez énormément vendu et je vais pas le considérer en fonction de vos attentes, parce que sinon ça va être une déception, parce que vous me l'avez archi vendu. Alors j'ai entendu tout sur ce texte. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, voilà, mais comme l'auteur, hein, c'est les deux. J'ai lu Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, donc le premier tome de Roi du Monde. On est sur un univers celtique, ce qui fait que j'ai des attentes, parce que y a des choses comme les univers nordiques, c'est des trucs que j'aime, c'est des trucs sur lesquels je suis un petit peu renseignée, ce qui fait que j'ai des attentes. Et qui dit attente dit souvent déception, et surtout là j'ai été perdue dans le scénario. J'ai été perdue dans la construction du texte, parce que le début m'a plu, la fin m'a plu, et le milieu m'a fait chier. Donc voilà, mais en même temps, je vais lire le tome 2 parce que je pense que là, c'est une introduction. Il n'y a pas d'autres termes à dire, de toute façon c'est toujours le cas dans les trilogies. On est sur l'histoire, parce qu'ils ont des noms à coucher dehors, Bélovèze, qui est le fils d'un roi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son oncle a tué son père pendant une bataille, donc sa mère, donc la sœur de son oncle, et ses deux enfants vont être envoyés, exilés, alors que ce sont des héritiers, ce sont des princes, hein, mais ils vont être envoyés avec les cochons, voilà, au fin fond du trou du cul du monde, et ils vont grandir, ils vont vivre, ils vont découvrir les légendes de leur pays, voilà, il y a tout un côté légende qui est très chouette dans le texte, et leur oncle, quand ils ont grandi, ils se sont dit, merde, c'est que les gamins ils vont peut-être pouvoir hériter de certains trucs, là ça me plaît pas trop, donc je vais les envoyer à la guerre pour qu'ils meurent. Sauf que sur un des deux frères, donc Bélovèze, celui qu'on suit, il va vite se faire... Sauf que c'est con, il est pas mort. Sauf que il revient du combat, ça pose quand même un problème qu'il soit pas mort, et il va être envoyé en fait auprès de une femme, voilà, particulière pour régler ce problème. Donc on est sur un début de texte où on suit le personnage qui va vers cette quête. Voilà, on sait qu'il est envoyé vers cette quête de femmes, machin, sur une île où elles assassinent tout le monde, un petit côté Amazon sympa. On a tous... Alors ça c'était très intéressant parce que l'univers est super chouette, il y a le côté celtique, il y a ces légendes, il y a le côté un peu mystérieux, on sait pas où on va. Le milieu, on a tous en fait l'histoire de cette guerre, en fait on les voit dans le champ de bataille, et c'est vrai que c'est beaucoup de mecs qui parlent de leurs exploits, c'est un concours un peu de qui a la plus grosse, et j'étais en mode bon... super. C'est un récit qui est très violent par contre. Il y a des moments où je me suis dit oulala, ça déconne pas, on parle de sacrifice humain là les gars, wouhou. Mais bon, c'est les Celtes on va dire. Et donc ça avance et là après on reprend en fait leur jeunesse et l'évolution du récit jusqu'à la fin. Donc en fait, toute leur jeunesse, la légende, les contes, c'était hyper cool de voir leur enfance, leur mère, et c'est des personnages qui sont assez attachants parce qu'ils défendent vachement leur maman, et le personnage principal est le moins beau des deux frères, voilà. Ils ont tous leurs particularités, leurs faiblesses, même affectives et tout, donc ça c'est cool. Ils vont être confrontés à un homme un petit peu étrange dans la forêt qui va leur raconter des contes. Vraiment, le côté celtique était sympa, même si je dois dire que je m'attendais à beaucoup plus de garniture sur ma salade de littérature, c'est-à-dire que j'attendais vraiment plus de choses sur les Celtes, voilà, parce que on m'avait vendu ça comme c'est très celtique et tout, ça va mais pas ouf non plus, pour le coup. Super chouette, le personnage de la mère, les complots avec l'oncle, tout ça. Je trouvais, vraiment ça c'était vraiment cool. Tout le côté mythologique était sympa, les personnages sont attachants, mais en même temps c'est un livre qui est très contemplatif. C'est-à-dire que Jaworski, bon c'est toujours été un peu le cas, mais dans Gagner la guerre il y a beaucoup de complots, il y avait quand même de l'action et tout. Là, c'est vrai que l'action, tu la cherches un peu, c'est lent, c'est beaucoup dans... On raconte les choses, alors je pense que ça peut perturber totalement le lecteur, notamment celui qui a lu Gagner la guerre, et un lecteur qui aime l'action, je pense que... moi, j'aime beaucoup les descriptions et tout, donc je sais que Jaworski, moi, j'aime ça pour ça, parce qu'il a une très belle plume. Voilà, on le rappelle aussi, c'est une très belle plume, mais que j'ai pas trouvé aussi pertinente que dans Gagner la guerre. C'est vrai que dans Gagner la guerre, on le sentait beaucoup plus. Là, j'ai trouvé un petit peu plus simple à lire. Par contre, tout le côté, en fait, où il part dans la guerre avec tous les héros qui se présentent et tout, c'était super lourd. Voilà.
à lire et pas très très intéressant parce qu'en fait on sait rapidement, même dans la 4e, qu'il est mort, c'est le titre, même pas mort. Donc en fait on va vers des trucs et tu te dis ok d'accord, on drop name des noms, ils se disent oui moi j'ai battu 15 soldats et moi il fait j'en ai battu 20, moi j'ai des fesses couleur bleue, moi elles sont jaunes, tu vois, c'est presque ça. Bon ils ont pas dit ça mais tu vois, donc à un moment je tournais les pages, j'étais en mode bon bah c'est long tout ça. Ce milieu de roman c'est dommage parce que vraiment le reste m'a beaucoup plu et j'ai vraiment envie en fait de savoir ça parce qu'en plus c'est la guerre des sangliers. C'est un animal que j'adore, hein, c'est un peu un animal totem chez moi, mais pour le coup c'est vrai que j'étais très déstabilisée par ma lecture. Là je pourrais vous dire que j'ai aimé, mais il y a quand même j'ai quand même un souci au milieu du texte. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de longueur dans le récit, voilà, que c'était pas approfondi non plus en termes celtiques parce qu'on me l'a vendu comme ça et que Jaworski il est un peu vendu comme un auteur qui fait quand même beaucoup de choses historiques, voilà, il y a quand même un sous-texte. La plume était pas aussi développée je trouve que dans Gagner la guerre. Là je vais avoir la question en commentaire donc je préfère l'aborder tout de suite. Le rapport aux femmes toujours un peu compliqué chez Jaworski. Les personnages féminins qui sont puissants et tout, mais on est encore sur des violences, voilà, c'est des violences faites aux femmes, hein, ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient dans le texte, qui sont beaucoup moins choquantes que dans Gagner la guerre, parce que je pense qu'on peut pas faire vraiment plus choquant que dans Gagner la guerre, mais là, ouais, il y a un moment, il y a une scène, alors les enfants interviennent, en plus c'est assez glauque et tout, mais c'est triste. Après, les Celtes, c'était comme ça, hein, voilà, on était sur une population où en plus on a très peu de choses qui restent en fait dans les écrits. Autant dans la Renaissance, c'est faux de dire que les femmes sont, on va dire, soumises et tout, parce que dans la Renaissance italienne, même si elles n'étaient pas forcément au devant de la scène, il y a quand même des femmes de pouvoir et que le féminisme, il y avait quand même des écrits qui circulaient et tout. Là, chez les Celtes, on n'a pas forcément ce genre on sait pas. En fait, on sait même pas si le rôle vraiment des femmes, on sait qu'elles participaient à la vie du foyer et tout, mais c'est des cultures qui ne laissaient pas d'écrits en fait, donc c'est toujours un petit peu compliqué, et ce qu'on a eu, c'est vraiment les écrits chrétiens et tout, donc il faut prendre ça avec des pincettes. C'est vrai que j'ai été surprise par le côté introductif du texte, voilà. Parce que à part nous dire qu'il est pas mort et qu'il cherche une solution, voilà, à revenir un peu sur le devant de la scène, bah c'est un peu ce que t'as dans la 4e quoi, donc voilà. Je vais bien sûr lire la suite parce que j'ai envie de savoir comment va évoluer l'histoire de Belovez, et on voit un peu les petits pions qui sont placés, notamment avec sa relation avec son frère, peut-être plus tard. Et j'ai aimé, alors j'ai pas assez accentué là-dessus, mais tout le côté un peu mythologique, il y en a peu dans le texte, mais qui sont très intéressantes. Voilà, et pareil, ça reprend aussi quand je vous parlais des femmes, mais notamment, voilà, il y a des scènes voilà, où ça reprend des trucs un peu chelous, et pas toujours très positifs pour la gente féminine, mais à découvrir la suite. Là, je vous donne un avis comme ça, c'est un avis où je sais pas trop quoi ce que j'en ai pensé. J'ai bien aimé, mais sincèrement j'ai été déçue par rapport à ce que vous m'avez vendu. Voilà. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas contre vous, mais j'ai été déçue par rapport aux attentes que vous m'avez créées. Voilà, donc je vais arrêter de vous écouter. Non, je vais surtout j'ai pas jugé le livre avec vos attentes parce que sinon ça n'avait pas d'intérêt. Et enfin, je vous présente un livre de fantasy, alors fantasy gréco-romaine romantique, je pourrais dire ça. C'est même plus du fantastique, en fait c'est même pas de la fantasy, c'est du fantastique, c'est de l'urban fantastique d'une certaine manière. Donc c'est La Marque de Chronos d'Alison Germain. Donc c'est le dernier tome de cette trilogie qui était la trilogie du Souffle de Midas, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, bon, le premier tome s'appelait ainsi. On suit dans ce texte l'histoire de Louise. Louise, c'est une jeune fille qui fait sa vie pépère et qui un jour va au sens propre se prendre une nana sur la tronche qui va lui souffler le souffle de Midas, ça va lui transmettre ses dons, donc qui sont en lien en fait avec le souffle de Midas, et Louise va se retrouver avec un jeune homme qui va la secourir et qui va l'emmener chez les Homérides, qui est un peuple voilà, lié un peu aux figures de dieux et déesses. Alors, je dois dire que j'ai eu un petit peu du mal à me remettre dans le récit parce que ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 2, donc j'ai dû replacer les éléments, donc je me suis dit ah oui ça c'est tel personnage et tout. La fin du tome 2 était ouf en termes de plot twist. Donc on est sur un texte là qui reprend ça tout doucement. Alors c'est un texte qui reprend vraiment tout doucement au début, voilà, tranquillement et tout, et qui à la fin vraiment on va vraiment avoir beaucoup d'action sur le rythme, donc ça c'était assez intéressant. Je tiens à prévenir, alors la plume c'est particulier, moi j'aime beaucoup les plumes très développées et littéraires, pour le coup on n'est pas sur ce genre de plume là, on est sur une plume qui est beaucoup plus accessible, qui prend je trouve le parti du fait que Louise a 20 ans,
Donc en fait, elle parle comme elle écrit. Et il y a beaucoup de références à la pop culture. Alors, moi j'aime bien, tu vois, véritablement ce livre a été une pause entre deux grosses bébêtes, voilà. Et notamment avec la Terre mourante, hein, donc ça m'a fait du bien, voilà, de prendre un truc qui me demandait moins d'énergie en termes de lecture et de vocabulaire et tout, qui était plus en fait, je trouve que ce livre c'est vraiment un livre qui s'inscrit dans tout ce qui est beat lit, urban fantasy et tout ça. C'est pas du tout le genre de littérature que je vous présente habituellement sur la chaîne. Et donc, ce qui était assez sympa d'avoir plein de petites références à la pop culture, ça c'est toujours plaisir, mais c'est particulier en termes de plume. Voilà, je tiens à le dire, voilà, tout le monde ne pourra peut-être pas apprécier la plume, mais sincèrement c'est le genre de plume qui est très sympa. Entre deux grosses lectures, ça permet un peu de se dire bon, on souffle un peu. C'est un récit aussi qui est très porté sur la romance. Alors moi j'aime bien la romance, en fait c'est une romance, ça me fait penser un peu à les Michaela Lane et tout, voilà, c'est un peu dans ces styles là. C'est une romance qui peut être vue un petit peu comme cliché, mais je trouve qu'elle fonctionne bien. Le personnage de Louise en fait a un peu tête brûlée, même si elle est pas très très douée, elle a un peu de tête brûlée, voilà, il fonctionne bien, le mec est assez attentif et sympa, bon il a son côté un peu sombre, voilà, c'est un mec de romance. On peut pas lui demander d'être que gentil. Et voilà, il y a d'autres personnages masculins et tout, donc ils sont tous beaux, ils sont tous magnifiques, machin. Donc ça, voilà, ça fait partie du genre, ça s'inscrit dans le genre, donc il faut aussi l'étudier aussi dans ces héritages-là, sinon ça n'a pas forcément de sens par rapport à la fantasy plus classique. Donc voilà, le côté romance m'a un peu plu, même si là je trouvais qu'au début il y en avait quand même beaucoup, mais ça c'est mes goûts. Je suis pas la fleur la plus bleue qui soit dans ce monde, et on va vraiment le début j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, voilà, je me suis dit ah ça peine à redémarrer. Et en fait il y a un twist qui se passe dès le début, et je me suis dit chouette, il y a des nouvelles choses, il y a beaucoup les dieux qui interviennent dedans, et notamment ce que j'aime beaucoup, et je trouve ça super cool dans ce texte, c'est que c'est très original. Alors déjà c'est assez bien documenté, voilà, on sent que Alyson a fait des recherches sur Athènes, sur la mythologie et tout, ça se sent, parce que ça va quand même sur des choses assez précises et tout. On va voir Perséphone et Hadès, et moi je suis en mode yes, yes, yes. Bon, il s'appelle pas comme ça dans le texte, mais j'étais en mode youpi, voilà. Mais ce qui est cool en fait, c'est que elle valorise les personnages qui ne sont pas valorisés de la mythologie, et par exemple des personnages comme Athéna, voilà, Artémis, ce genre de personnages vont être un peu moins valorisés en fait, et je trouve ça hyper cool. Il y a que le personnage de Héra qui reste le personnage de Sassy machin. Alors moi j'ai un problème maintenant quand on fait des personnages mauvais de Héra, parce que Héra c'est un personnage que j'adore dans leur Olympus, et je trouve que c'est un personnage de la mythologie qui malheureusement souffre en fait de beaucoup de clichés, parce que voilà, celle qui punit les hommes, voilà, mais en même temps si son mari allait pas tremper son petit biscuit là où il fallait pas, voilà, faut pas s'étonner qu'elle ait un peu le seum, Héra, voilà. Elle a pas signé pour ça. Il y a un point de vue sur Chronos dans le texte, voilà. Donc la marque de Chronos que je vous laisse découvrir, que j'ai trouvé super. Ça en fait, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça super cool. On a des dieux qui sont mis en avant, par exemple la déesse Hestia, qui est une déesse que j'aime beaucoup, qui est vraiment mis en avant, et je trouve ça hyper cool en fait de mettre des dieux en avant plus que d'autres, voilà. On est loin en fait de Percy Jackson avec ses dieux en fait très... les plus connus quoi. Là on est sur quelque chose qui est novateur, qui change et qui donne un véritable souffle au récit, et pour les amateurs de mythologie c'est hyper cool à lire. Voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. Les scènes finales sont hyper chouettes, il y a des rebondissements, il y a de l'action. C'est vraiment un livre qui prend pas la tête. Moi c'est vraiment, tu vois, ce genre de livre ça m'a fait du bien de lire, parce que ça me rappelle en fait toute mon adolescence. Un livre qui a pas la prétention d'être plus que ça, tu vois, et c'est ce que j'aime. C'est un livre qui est là pour de la détente, pour découvrir un peu de mythologie, et qui est pas là pour te faire un univers hyper complexe où il faut réfléchir 15 ans pour comprendre. C'est pas du tout le but. Là on est sur un truc beaucoup plus simple et très agréable. En tant que Lorraine, c'est trop romantique et la plume est un peu trop simpliste, mais ça dépend du genre. C'est pas ce que j'aime, mais c'est pas ce que vous n'aimerez pas, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc si vous aimez bien la romance, si vous aimez bien les textes avec des plumes un peu plus modernes, où on se prend pas la tête, où il y a de la mythologie et tout, je pense que c'est un texte qu'il faut découvrir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes dans ce genre là. Le Chat Noir c'est une petite maison d'édition française aussi, donc il faut soutenir ce genre d'initiative et soutenir les auteurs français, c'est toujours super. Donc voilà, très très sympa. Alyson m'a dit qu'elle travaillait sur des autres projets, voilà. Après c'est pas forcément dans les genres que je lis, mais si elle se remet à écrire dans des genres qui me correspondent plus, je continuerai à lire ses œuvres, parce que ça me fait toujours plaisir de voir que Booktube, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ancienne booktubeuse. Je dis ancienne parce qu'elle fait plus beaucoup de vidéos sur le sujet, mais je suis hyper contente que voilà, c'est des jolies sagas, et c'est des livres que je peux lire, parce que c'est vrai que les autres booktubeuses, malheureusement, c'est pas du tout mon genre, ou ça ne m'a pas du tout plu, donc je préfère pas faire de vagues, voilà, en parlant de ça, et sur ce, bah voilà, c'était mon petit avis. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.